J'aimerais qu'elle me rejoigne sur scène, Madame Virginie Calmels. Je crois que vous vouliez qu'on s'assoie. En fait, vous voulez rester debout. Comme vous voulez. Vous avez un dress code Bonjour stendhalien. à tous et toutes. Oui. Oui. Enfin, c'est marron. Pas Ah, c'est marron. Mm. Ah. Bon, rouge-brun, en revanche, là, politiquement, c'est plus compliqué. Mais j'aime bien l'idée de Stendhal, on va rester là-dessus. Alors, Virginie Calmels, vous n'êtes peut-être pas connue de tout le monde dans la salle, parce que quand Aude m'a demandé de prendre la tête des programmes, elle m'a dit interdit de parole aux politiques et trouvez-moi 90% de speakers inconnus du grand public, mais qui font bouger les lignes. Alors, ça tombe bien, parce que les grands connus, les plus connus du grand public, ce sont, je sais pas, moi, Jacques Attali et Alain Minc, et ils reviennent avec 3 bouquins chaque année qui reproposent souvent les mêmes choses. Vous, en revanche, vous avez passé votre vie à disrupter. Oui, Olivier Sadran les connaît, apparemment, il bosse avec les deux. Il va nous en dire un mot dans quelques instants. Ah, c'est terrible, hein, je suis au premier rang, je ne vous lâche pas. Dites-nous en gros, alors vous avez un point commun avec Olivier, justement, qui viendra dans un instant, c'est que vous avez fait Subdeco Toulouse. A priori, quand on regarde le pédigré des grands dirigeants, c'est pas ce qu'il faut faire HEC, l'ENA. Alors peut-être d'abord un petit mot sur le formalisme, ou expliquez-nous en fait comment est-ce que votre carrière a décollé alors que vous n'aviez pas forcément l'ADN des grands dirigeants. Vous n'êtes pas non plus une fille d'eux, puisqu'il paraît qu'on est un pays de capitalisme d'héritiers. Je suis tout à fait une fille d'eux quand même. Je considère que je dois tout à mes parents. Donc après, ça dépend où on met le curseur du fille d'eux. Mais écoutez, pour revenir à Subdeco Toulouse, je pense que ça a été une opportunité. C'est vrai, quand on sort de classe préparatoire et qu'on rate HEC, c'est la catastrophe parce qu'on vient de nous expliquer que, hormis HEC, les SEC et le SCP, point de salut. Je pense que c'est une force finalement. Et avec le recul, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance d'échouer à HEC parce que ça m'a peut-être évité d'avoir une trop grande arrogance, trop jeune. Et du coup, c'était mon premier échec, on va dire. Et donc, c'était finalement quelque chose d'assez positif. Et puis après, j'ai fait l'INSEAD et je suis tombée dans un environnement très anglo-saxon. Et ça aussi, ça a été une chance. Donc ça veut dire que l'environnement français est peut-être pas propice. Ça, on y reviendra dans un instant. Non, mais je pense que c'est bien de s'ouvrir, et notamment à des cultures différentes. Et à l'INSEAD, il y avait 51 nationalités différentes dans ma promotion. Et je pense que ça fait partie de ce que la France a comme atout, c'est aussi de ne pas oublier qu'elle est au milieu du monde. Bonne leçon. Comment expliquer que vous commencez à travailler à 21 ans avec un emploi classique, un premier boulot, effectivement vous n'êtes pas pistonné pour aller très haut, et qu'à 27 ans vous vous retrouvez déjà directrice financière d'une boîte comme Numéricable? Bah, ça doit être que j'ai beaucoup de chance. Alors, je ne sais plus qui disait, plus je travaille, plus j'ai de la chance. Je crois beaucoup à cette maxime. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait un parcours assez classique. Je ne savais pas ce que je voulais faire en sortant de l'école. Donc, j'ai fait ce qui était le plus large possible, l'audit financier, en me disant je vais pouvoir travailler sur un certain nombre de secteurs d'activité et voir ce qui va me plaire. Et il se trouve que le hasard a fait que j'avais partagé mon activité à 50% dans le nucléaire avec le commissariat à l'énergie atomique et la COGEMA. J'étais habilitée secret défense. Et à 50%, je travaillais pour la Compagnie Générale des Eaux, qui à l'époque avait une filiale qui s'appelait la Compagnie Générale de Vidéocommunication, qui est devenue Numéricable. Et ça a été mon premier job. Et après, il se trouve que j'ai eu là encore de la chance dans mes parcours. C'est que moi, je suis rentrée dans ces sociétés qui bougeaient beaucoup. Dans le monde des médias, ça va très vite. Et donc finalement, j'ai été promue au sein même des sociétés assez rapidement. Donc j'ai été directeur financier de Numéricable. Et puis ensuite, je suis partie à l'étranger. Donc ça, c'est dans le ozon. Je pense qu'il faut savoir à un moment donné couper, changer, ne pas avoir un parcours linéaire. Moi, Christian Blanc m'a proposé d'être directeur financier d'une start-up dans les hautes technologies satellitaires à Amsterdam. Et j'ai tout quitté. Voilà, j'ai quitté mon mari, mon appartement, mon job, j'ai tout changé. Et j'ai trouvé que finalement, c'était pas mal de repartir à zéro. Et c'est ce que je fais. C'est une redite. Je recommence cette année. Vous requittez votre mari cette année? Ouais, c'est presque ça, oui. Ah. Entre-temps, j'en change, mais... Osons la France, un forum où on se dit tout. Oui, c'est impressionnant. Alors, je vous rassure, quand on dit que c'est des forums inspirants, il faut que vous inspiriez de son parcours professionnel. À titre personnel, vous faites ce que vous voulez. J'ai aucune leçon à donner. Voilà, mariage pour tous, divorce pour tous, c'est comme vous voulez. Comment est-ce que vous avez senti que cette pépite en démol allait devenir ce qu'elle allait devenir, c'est-à-dire un leader mondial? Pourquoi est-ce que vous êtes resté là alors que manifestement vous étiez chassé par beaucoup de compagnies et que vous suiviez votre instinct? Qu'est-ce qui vous a fait vous fixer chez eux?
Alors, quand j'ai quitté Canal+, donc j'étais directrice générale déléguée à 31 ans, donc les chasseurs de tête ou autres m'auraient dit ah non mais il faut aller dans un groupe encore plus gros, encore plus prestigieux et ainsi de suite. Et finalement j'ai choisi Endemol parce que j'avais envie d'un esprit de start-up, d'un esprit entrepreneurial. Et Endemol France c'était à côté de Canal+, une petite société. Canal+ faisait 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Endemol France ne faisait que 150 millions de chiffre d'affaires. Et en même temps, quand Stéphane Courby m'a proposé la direction générale d'Endemol, il m'a dit bon, tu vas peut-être t'ennuyer après Canal+, mais j'ai un grand projet, on va racheter Endemol Monde. Donc en fait, derrière, il y avait cette volonté de faire un très gros LBO sur Endemol Monde, ce qu'on a fait en 2007, un LBO à 3,5 milliards d'euros. Et finalement, c'est le consortium Goldman Sachs, Mediaset et un fonds hollandais qui s'appelle CIRT qui a emporté la mise. Et là, ils m'ont proposé de prendre la présidence d'Endemol France. Je n'ai pas accepté tout de suite. D'ailleurs, ça se fait partie des enseignements de ma vie. C'est qu'au fond, parfois, la première impression n'est pas toujours la bonne. Et surtout, on est souvent tenté par l'absence de risque et le confort. Donc, moi, par exemple, quand Xavier Niel m'a proposé d'être administrateur de Free, ce dont beaucoup de gens rêvent, moi, j'ai dit non. J'ai dit, oh là là, non, j'ai pas le temps, je ne vais pas pouvoir y arriver, je travaille trop. Il a insisté. Et après coup, je me suis dit, mais finalement, c'est génial. J'adore cette boîte. J'adore Xavier Niel. Je suis ravie de devenir administrateur. Pour Endemol, c'était pareil. Quand Goldman Sachs et Mediaset m'ont dit vous allez prendre la présidence après Stéphane Courby, j'ai dit non. J'ai dit non, moi c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai travaillé, ça fait déjà 3-4 ans. Moi, 3-4 ans, j'ai la bougeotte, j'ai envie de faire autre chose. Et donc, ils ont vraiment insisté. Et à la fin, je me suis dit qu'il était peut-être temps pour moi, au lieu d'être numéro 2, ce que je faisais depuis 10 ans, de devenir numéro 1. Et donc, j'ai finalement accepté leur proposition. Et je suis devenue présidente d'Endemol France. Et puis, au bout d'un moment, j'avais fait le tour. Donc, je me suis dit il faut que je fasse autre chose. Et là, ils m'ont dit non, 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 on va te promouvoir directrice générale d'Endemol Monde. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je préférais dans ma vie, c'est plus le voyage que l'arrivée à destination. Et une fois que j'étais à destination, j'avais envie de faire autre chose. Et donc voilà, au bout de 10 ans d'Endemol, j'ai décidé de partir et de faire autre chose. Alors ça, on va y venir dans un instant, parce que vous avez décidé de redevenir votre propre patron et d'essaimer d'être une espèce d'évangéliste du business. Mais d'abord, la semaine dernière, il y a 10 jours, je crois, Aude a lancé les rencontres au féminin. Elle l'a dit au début, le Women's Forum qu'elle a créé il y a une quinzaine d'années. Vous êtes une femme, je crois qu'on peut le dire, ça n'est pas complètement anodin. Et aux rencontres au féminin, Najat Vallaud-Belkacem est venue et a dit, lors de leur premier entretien d'embauche, 57% des garçons négocient leur salaire à la hausse contre 7% des filles. Donc un biais culturel extrêmement fort. Peut-être un truc, parce qu'il paraît que vous êtes une grande négociatrice. Est-ce que le but, c'est de savoir dire non 3 fois pour faire vraiment monter les enchères? Est-ce que c'est une martingale à faire appliquer à tout le monde ou pas? Ah bah si, je le conseille, mais je ne l'ai pas fait du tout dans cet esprit-là. Mais c'est sûr que quand vous dites non, forcément, vous êtes un tout petit peu plus désiré, et donc forcément derrière, vous pouvez avoir une meilleure négociation. Mais ce n'était pas l'objet. La seule chose, c'est que c'est vrai, je crois que les femmes ne sont pas très revendicatrices en général, et encore moins sur leur salaire. Elles sont très agréables dans le travail. Moi, j'avais un comité exécutif qui était plus féminin que masculin, non pas parce que je fais une promotion de la femme au-delà du raisonnable, simplement quand on ne fait pas d'ostracisme et quand on sait que c'est possible parce qu'on est soi-même une femme et moi j'ai quand même fait un bébé dans un LBO à 3,5 milliards d'euros, donc c'est possible, voilà. Il y a un moment donné où on peut donner la chance aux femmes plus facilement parce que justement soi-même, on sait que c'est possible et qu'on va s'organiser pour, voilà. Je suis désolé, parce que là j'ai une image mentale sur le bébé dans un LBO à 3,5 milliards d'euros, donc je vous vois accoucher au milieu d'une salle de marché, c'est un peu complexe. Vous avez donc décidé au bout de 10 ans, alors que vous pouviez faire ce que vous vouliez et monter au-dessus, de repartir, d'être votre propre patronne. On va rester dans les femmes, puisque votre nouveau bébé, si j'ose dire, s'appelle Shower. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette structure et de ce que vous allez faire, de vos envies pour demain? L'envie, elle est simple. C'est qu'après 20 ans, avoir travaillé 15 heures par jour, je me suis dit que c'était bien d'essayer de prendre mon destin en main, mais de le prendre via l'entrepreneuriat. C'est ce qui me titillait depuis longtemps déjà. Donc j'avais envie de ça, j'avais envie d'avoir une plus grande maîtrise encore de ce que je fais et aussi d'avoir la capacité de diversifier mes activités. Donc je suis présidente du conseil de surveillance d'Euro Disney, je suis administrateur de Free, j'ai ma société donc Shower Company qui fait plus du conseil et des investissements. Donc j'ai investi dans un certain nombre de petites entreprises qui Sur quels critères?
c'est toujours des critères mêlés, c'est-à-dire il n'y a pas que du rationnel, il y a aussi de l'irrationnel, il y a du coup de cœur, il y a de l'envie, il y a de l'intuitu personnel, il y a un dirigeant qui est venu me voir en me disant mais vous m'apporteriez tellement, pas uniquement financièrement en mettant quelques billes dans ma boîte, mais aussi en échangeant avec moi sur le développement de ma boîte et ainsi de suite. Et donc ça m'amuse beaucoup. Il se trouve que j'ai envie, aujourd'hui je travaille avec un fonds anglo-saxon pour refaire pourquoi pas un LBO dans les médias, mais j'ai aussi envie de faire plein de choses différentes et je vous remercie de m'avoir invité à Osons la France parce que je partage à 200% le discours d'Aude de Thuin. Je pense qu'on a tous une responsabilité individuelle et c'est ça aussi qui va me motiver dans mes prochaines années, c'est d'apporter à quelque niveau que ce soit sa petite pierre à l'édifice, de s'impliquer. Et hier soir, je regardais France 2 avec Denis Père qui a lancé un mouvement qui s'appelle Nous Citoyens et je trouve ça très intéressant que face aux politiques, et nous, chefs d'entreprise, entrepreneurs, on se plaint du fait qu'ils ne nous comprennent pas, qu'ils ne comprennent pas nos problématiques, qu'ils ne sont pas de terrain, qu'ils ne sont pas assez tournés vers l'économie et vers ce dont on a besoin. Eh bien, je pense qu'il faut qu'il y ait davantage de personnes issues de la société civile qui, d'une façon ou d'une autre, à quelque échelle que ce soit, aussi petite soit-elle et en toute humilité, essayent d'apporter et de faire bouger les lignes en apportant une expérience, en apportant un témoignage, voire en s'impliquant personnellement. Voilà, au lieu de gueuler, puisque je crois que c'est Saint-Exupéry qui écrivait qu'on n'a pas le droit d'être à la fois responsable et désespéré. Donc vous êtes des responsables d'entreprise et vous vous engagez. En plus, Denis Père s'est présenté. Alors évidemment, vous voyez, c'est marrant parce qu'au début, Aude nous parlait de l'empreinte médiatique. On a dit, ah bah c'est un entrepreneur, donc forcément, c'est un rassemblement CAC 40, etc. Mais moi, je connais des entrepreneurs sociaux qui vont chez Denis Père proposer, parce qu'à un moment, c'est un petit peu facile de juste de critiquer et de ne pas s'impliquer. Un dernier mot quand même, puisqu'effectivement, vous vous faites assez rare dans les prises de parole. Vous avez accepté de venir ici parce qu'il y avait cette petite cocarde qui parfois nous vaut bien des déboires avec Aude, parce que les gens nous demandent si on fait la promotion de Marine Le Pen. Alors c'est un peu pénible. Non, enfin, s'il y a des électeurs, vous avez le droit de rester, on vous expliquera que vous vous trompez, mais non. Vous me disiez, je commence à en avoir un peu marre, même si c'est très sympa, d'aller fêter les anniversaires de mes copains à Londres ou à Bruxelles, et votre message, il me plaît beaucoup. Pourquoi est-ce qu'eux, ils partent de façon assez définitive, parce que si c'était temporaire, Aude l'a dit au début, c'est très bien de voyager, et vous l'avez dit aussi, vous êtes allé à Amsterdam, mais pourquoi est-ce qu'eux, ils partent? Pourquoi est-ce que vous êtes restés? Et pourquoi est-ce que c'est vous qu'il faut suivre, en fait? Parce que je suis masochiste. Non, en fait, ils partent parce que malheureusement, le discours ambiant donne envie à beaucoup de gens de partir et je ne serai absolument pas là ni pour donner des leçons ni pour les critiquer parce que malheureusement, je pense que c'est assez fondé. Il se trouve que moi, quand j'étais donc directrice générale d'Endemol Monde, j'avais un siège social à Londres et un autre à Amsterdam. J'avais absolument aucune raison de rester à Paris. J'ai fait le choix de rester à Paris. C'est d'abord un attachement viscéral à la France. C'est ensuite... on ne va pas se mentir, quand on a 2 enfants en bas âge et qu'on dirige un groupe international, moi je suis très contente d'avoir ma maman juste à côté. Et donc ça c'est un point important. Mais le troisième point, c'est que je crois que contrairement à ce qui a pu se passer à certains moments avec des gens qui partaient, qui étaient des exilés fiscaux, qui étaient finalement pas si nombreux que ça, mais qui allaient rechercher simplement une optimisation fiscale, aujourd'hui ce qui me dérange, c'est que les gens partent parce qu'ils fuient une mentalité, parce qu'ils fuient le misérabilisme dont on a parlé, pas forcément parce qu'ils veulent payer moins d'impôts, même si on arrive quand même à des records à ce moment qui peuvent peser lourd dans la décision. Mais c'est pas que ça. Moi, j'entends beaucoup de gens beaucoup plus jeunes qui considèrent qu'ils ne veulent pas élever leurs enfants dans cette mentalité-là, qu'ils ont été extrêmement choqués d'être mis un peu au banc des accusés parce qu'on gagne de l'argent, parce que finalement, on est un pays où la réussite et le fait de gagner de l'argent qui va souvent avec, alors pas uniquement, on peut très bien réussir sans gagner de l'argent, mais en même temps, quand on est chef d'entreprise, oui, c'est vrai qu'éventuellement, on n'est pas à l'abri, si ça se passe bien, de gagner quand même un peu de sous. Et c'est montré du doigt comme quelque chose qui n'est pas bien. Et je crois que malheureusement, ces gens fuient cette mentalité-là et qu'il faut qu'on reste pour se battre, pour qu'on explique, c'est de la pédagogie, que gagner de l'argent, c'est pas sale, que moi, je préfère un pays où il y ait beaucoup plus de riches qu'un pays où il y ait beaucoup plus de pauvres et qu'aujourd'hui, à faire fuir les riches, malheureusement, on est en train d'augmenter le niveau de pauvreté. Et si on regarde autour de nous, tout en restant très positif sur les atouts de la France, on est quand même en train de tirer tout le monde vers le bas au lieu de tirer tout le monde vers le haut. Donc moi, je me dis qu'avec ces petits bras musclés, si on s'y met tous, on peut peut-être essayer d'avoir un discours certes positif, mais pas qu'un discours, de faire bouger les lignes pour donner envie à ces gens-là de revenir.
Voilà. Et c'est vrai qu'en ce moment, je passe plus de temps dans le Thalys ou dans l'Eurostar quand j'ai un anniversaire de copains, et je trouve ça dommage. Voilà. Ils sont très heureux là où ils sont, et une fois encore, je ne leur jette pas la pierre, mais essayons collectivement de leur donner l'envie de revenir et surtout de faire grandir leurs enfants dans un environnement qui soit propice à une forme d'ambition, ambition collective, ambition personnelle. Et une fois encore, je crois que c'est pas sale de réussir. Voilà. Eh ben, ce sera un très très beau message. Merci beaucoup Virginie Calmels d'avoir ouvert le forum avec nous, on est très très heureux.